Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans cette édition du lundi 28 septembre. Voici les titres. Il est le nouveau député de la 11e circonscription des Yvelines. Le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaïa, s'est imposé hier contre Sandrine Grand-Gambe lors du second tour de la législative partielle. Un scrutin qui a vu le retour du vieux clivage droite-gauche. Réaction à suivre. L'émotion hier à Guyancourt pour cette messe en l'église du Cap Saint-Jacques. Une cérémonie de souvenirs se tenait pour les défunts du Covid-19 et pour leurs familles, elles qui n'ont pas pu faire le deuil de leurs proches disparus au plus fort de la crise sanitaire. Et puis c'est un problème récurrent dans le département, les dépôts sauvages. Comment lutter contre ce phénomène? C'était l'objet d'une table ronde aux Brévières qui a réuni vendredi élus et responsables yvelinois. Dans le même temps, les agriculteurs se mobilisaient sur le sujet à Rambouillet. Présentation également tout à l'heure de 100 solutions à la rentrée, un forum d'orientation et d'insertion socio-professionnelle au programme ce mercredi, c'est à Montigny-le-Bretonneux. Je vous le disais dans les titres, les électeurs de la 11e circonscription des Yvelines étaient appelés aux urnes hier pour élire leur nouveau député après la démission de Nadia Hay, entrée au gouvernement. Et c'est Philippe Benassaïa, le maire de Bois d'Arcy, qui a remporté ce second tour. Et les précisions de Marie Panetra et de Nicolas Dandry. Second tour de la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines, marqué par un taux de participation de 15,3%. Philippe Benassaïa, maire de Bois d'Arcy, faisait face à Sandrine Grand-Gambe, adjointe au maire de Trappes. Il l'emporte avec 57,63% des suffrages exprimés. Il quitte son poste de maire de Bois d'Arcy afin de remplir ses fonctions de député yvelinois. Une grande émotion, une grande fierté d'abord pour l'ampleur du résultat. Malgré une faible participation, cette fois-ci, on aura vraiment un député présent qui sillonnera sa circonscription comme un conseiller départemental sillonne son canton. Donc c'est un petit peu la même chose, la même formation, la même façon de faire. Un député proche des Français, proche des attentes. Et puis aussi un député qui porte des valeurs. De son côté, Sandrine Grand-Gambe rappelle qu'à la dernière élection législative, la gauche n'avait pas réussi à se qualifier. Sa réaction face aux résultats est mitigée. Réaction contrastée, c'est-à-dire qu'à la fois une vraie déception de voir que les électeurs de la 11e circonscription se sont massivement abstenus malgré nos appels à la mobilisation. Et en même temps des satisfactions de voir des beaux scores à Trappes. Le signe qu'il y a une forme d'adhésion au travail que l'on mène depuis maintenant 3 mois. La circonscription n'avait pas été remportée par la droite depuis la défaite de Jean-Michel Fourgousse en 2012 face à Benoît Hamon. Une belle transmission, puisque en fait, dans les résultats, vous avez aujourd'hui 6 communes sur 7 qui soutiennent donc nos idées et donc notre candidat. Je veux dire que c'est une belle victoire et puis c'est des bonnes conditions de transmission. On vient de doubler le nombre de nos députés dans le département, donc c'est considérable. Je rappelle que ce département, qui avait compté jusqu'à 12 députés de la majorité présidentielle lorsque nous étions au pouvoir, dans l'opposition à M. Macron, nous n'avons fait élire qu'un seul député. Le maire de Bois d'Arcy devrait être remplacé par Jean-Philippe Luce, actuel adjoint aux finances et aux affaires scolaires. Et pour parler de ce scrutin avec moi en visioconférence, Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains des Yvelines, vous êtes également vice-présidente de la fédération Les Républicains dans le département. Déjà, quel regard portez-vous sur le résultat de ce scrutin, la victoire de Philippe Benassaïa dans la 11e circonscription? Écoutez, c'est une victoire qui fait du bien, une victoire qui est porteuse d'espoir pour nous qui souhaitons incarner en fait l'alternative à Emmanuel Macron en 2022. Et donc, c'est un premier pas qui est tout à fait intéressant. Alors, on a perdu la vidéo avec vous, c'est bon, on vous a récupéré, Sophie Primas. Vous le dites, c'est un pas intéressant. Oui. Dans une 11e circonscription voilà, qui passe de droite à gauche, de gauche à droite. Jean-Michel Fourgousse était député jusqu'en 2012. C'est Benoît Hamon ensuite qui a été député de 2012 à 2017. Nadia Hay pour La République En Marche de 2017 à 2020. Oui, récupérer cette circonscription, c'est un pas important dans la reconstruction de la droite au niveau local? Oui, bien sûr, c'est un pas important dans la reconstruction de la droite, j'allais dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit réapparaître, d'ailleurs, dans notre sujet, Grand-Gange l'a dit, une dichotomie entre la gauche et la droite qui existe. Elle existe nationalement, elle existe dans ce département. Vous faites bien de souligner que c'est
circonscriptions qui alternent de temps en temps, mais avec systématiquement des personnes et des personnages qui portent des convictions extrêmement fortes. C'était le cas, par exemple, de Benoît Hamon, c'était le cas, bien sûr, de Jean-Michel Fourgousse, qui était emblématique de cette circonscription. Et puis, aux dernières législatives, j'allais dire que tout ça a volé en éclats avec la vague macroniste et la République en marche. On voit qu'il ne reste pas grand-chose de cette vague et que les Français ont besoin de revenir sur des fondamentaux et une politique de droit qui s'oppose, qui ne laisse pas de place aux extrêmes. Donc vous voyez, oui, ce retour du clivage gauche-droite, après, vous l'avez dit, une vague en marche qui a été perceptible en 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron. La République en marche et son allié du MoDem avaient remporté 11 des 12 circonscriptions des Yvelines. Là, on revient à des schémas politiques, on va dire, un peu plus classiques. Oui, je crois que dans le climat politique qui est le nôtre aujourd'hui, on voit bien que la République en marche, et notamment sur les territoires, a beaucoup de mal à convaincre. On le voit ici dans cette 9e circonscription. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on l'a vu également au Sénat hier, où sur la moitié des départements, on a vu, alors que notre groupe Les Républicains était déjà le groupe majoritaire et était déjà très puissant au Sénat, et bien ce groupe s'est renforcé parce qu'au-delà de la bulle médiatique sur les grandes métropoles, dans les territoires, nous incarnons véritablement la voix de cette France des territoires et de la France de l'expérience, du pragmatisme et de la proximité. Vous faites la transition, Sophie Primas. J'allais justement aborder cette thématique des sénatoriales. La moitié des sièges, non mais il n'y a pas de souci, la moitié des sièges du Sénat a été effectivement renouvelée dimanche, c'est-à-dire 172 sièges dans 63 départements, 58 départements de la métropole, 5 d'outre-mer. Les Yvelines n'étaient pas concernées par ce scrutin, mais voilà, je précise que ce sont les grands électeurs, en particulier les maires, mais pas que, qui votaient. La droite et le centre, vous l'avez dit, conservent leur majorité dans la Haute-Chambre, 76 sièges qui sont renouvelés. Il y a aussi une dizaine de sièges supplémentaires. Gérard Larcher va donc conserver aussi son poste de président du Sénat. Est-ce que ça va permettre au Sénat de continuer ce rôle de contre-pouvoir qu'il a vis-à-vis de l'État ? Oui, parfaitement. C'est un petit peu dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure. En fait, le Sénat est indispensable dans l'équilibre politique du territoire. C'est d'ailleurs comme ça que le général de Gaulle l'avait souhaité dans la Constitution de 58, comme étant autre chose que la chambre de la pulsion du peuple qui est l'Assemblée nationale. Le Sénat est là pour être un balancier, pour avoir un rôle d'équilibre politique, un contre-pouvoir qui n'est pas, comme le dit souvent Gérard Larcher, un anti-pouvoir. Et d'ailleurs, nous votons un certain nombre de textes. Nous avons voté l'urgence, nous avons voté certains textes sur le logement, non pas qu'ils nous paraissaient vraiment aller dans notre sens, mais parce que nous y avions apporté des améliorations, notamment dans l'écoute des territoires, qui nous paraissaient extrêmement importantes. Deuxième chambre, qui est moins la chambre des plus politiques des Français, qui est celle des territoires et des élus, elle a un rôle de stabilisateur et un rôle de contre-pouvoir qui est bien nécessaire, parce qu'on ne peut pas laisser un parti avoir toutes les cartes en main, c'est impossible. La droite et le centre qui confirment leur assise au Sénat. Il y a aussi la présence des Verts qui se renforce avec la constitution d'un groupe. Est-ce que vous attendez un travail constructif avec vos compatriotes des Verts ? Alors, le travail constructif, c'est la marque du Sénat. On essaye toujours, et moi, comme présidente de commission, j'essaye d'avoir un travail collectif, constructif jusqu'au bout, mais il y a un fait majoritaire et parfois nous avons des écarts. Avec les écologistes, nous avons des écarts. Ils vont s'exprimer assez rapidement dans les prochaines semaines. Je veux juste dire que sur la poussée écologique, naturellement, comme les départements dans lesquels les grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux étaient renouvelables et donc comme ces villes sont passées sous bannière Europe Écologie Les Verts, bien sûr, on a 6 nouveaux sénateurs écologistes, mais les autres étaient déjà élus et étaient dispersés dans d'autres groupes politiques car ils ne pouvaient pas former un groupe. Donc il n'y a pas 12 nouveaux sénateurs écologiques, il y en a à peu près la moitié. Et effectivement, ils peuvent reconstituer le groupe qui s'était dissous aux dernières élections. Merci Sophie Primas d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines et également vice-présidente de la Fédération Les Républicains dans le département.
Dans l'actualité, forcément aussi l'épidémie de Covid-19. Les Yvelines sont placées depuis quelques jours en zone d'alerte, comme toute la grande couronne francilienne par le gouvernement. Paris et la petite couronne sont-elles en zone d'alerte renforcée? Dans les faits, pour les Yvelines, dans le 78, cela se traduit par l'interdiction des rassemblements festifs ou familiaux, comme les anniversaires, mais aussi les mariages, des rassemblements festifs qui doivent être limités à 30 personnes maximum. On ne peut pas aller au-delà de cette barre des 30 personnes dans les établissements recevant du public. C'est une mesure qui est entrée en vigueur ce matin par arrêté du préfet des Yvelines. Jean-Jacques Brault a également prolongé l'obligation du port du masque pour les plus de 11 ans autour des gares et des écoles dans un rayon de 50 mètres. Cette disposition était déjà en place depuis début septembre et est donc étendue au moins jusqu'à la fin octobre. Nouvelle mesure donc dans un département où les chiffres de l'épidémie sont à la hausse. D'après les dernières données que nous avons depuis vendredi, le taux d'incidence est passé à 107,14, un taux d'incidence à 107,14. La semaine d'avant, il était de 74. Un taux de positivité, vous allez le voir, qui va s'afficher dans un instant, qui est également en augmentation. Il s'établit désormais à 9,56%. Du côté de la tension hospitalière, en revanche, ça se stabilise après une progression constante observée depuis début septembre. 194 personnes étaient hospitalisées hier, c'est une de moins en 24 heures. 23 patients étaient toujours en réanimation dans les hôpitaux yvelinois. La crise sanitaire qui, au plus fort, avait contraint le gouvernement à placer le pays dans un confinement. Pour de nombreux Français, il a été donc difficile de faire le deuil d'un proche disparu avec des obsèques qui ont été parfois repoussées de 6 mois. Ce samedi à Guyancourt, une messe en hommage aux défunts, aux disparus, était organisée. Le reportage à ce sujet de Mélanie Poquet et de Justine Brasier. Nous allons demander au Seigneur pour eux et pour nous-mêmes la miséricorde. Dire enfin au revoir. Pour beaucoup de ces paroissiens, cette messe était attendue pour commencer à faire son deuil. Des enfants, des conjoints, des amis. Une centaine de personnes s'est rassemblée ce samedi en l'église du Cap Saint-Jacques. C'est le mot consolation qui me vient. Vraiment, c'était une très belle célébration et on s'est senti consolé. Elle était croyante, donc il était important qu'avec son fils qui est venu, nous soyons aujourd'hui rassemblés pour, en quelque sorte, compenser ce manque d'obsèques et honorer sa mémoire. On a pu lui dire au revoir par WhatsApp uniquement, donc on a été un petit peu privé des derniers moments de maman, enfin de notre mère. Et heureusement, elle avait à ses côtés ma belle-fille qui est médecin gériatre et mon fils. Une messe pensée et célébrée par Pierre-Hervé Grosjean, marquée par les blessures de ses paroissiens. C'est vrai que les conditions extrêmement dures qu'on a connues n'ont pas permis justement à beaucoup de gens de pouvoir vivre ces moments difficiles de la mort d'un proche dans la tendresse nécessaire, dans l'accompagnement, dans la consolation, dans la proximité avec ses proches. Tout ça, ils en ont été privés. Et je crois qu'il était temps d'essayer un peu de réparer ça. La paroisse Montigny-Voisin, le Bretonneux, a célébré 37 obsèques pendant les 2 mois de confinement. Depuis le 1er juin, les cérémonies funéraires ne sont plus limitées à 20 personnes. 7 éléments nouveaux pour la maison centrale de Poissy. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a adressé un courrier au maire de la commune. Il se dit favorable à l'ouverture d'un dialogue constructif concernant l'établissement pénitentiaire. Pour rappel, le maire Carl Olive milite depuis plusieurs années pour le déménagement de la prison située en centre-ville. Il dénonce la vétusté des lieux datant du XVIIe siècle. En mars 2019, rappelez-vous, un mur d'enceinte du site s'était écroulé. La maison centrale abrite environ 190 détenus. Trop de déchets dans les champs et dans les chemins communaux, c'est un phénomène de plus en plus visible dans les Yvelines. Associations, agriculteurs et élus ont décidé de se mobiliser. Elles dénoncent ces associations, ils dénoncent aussi ces élus, ces dépôts sauvages et tentent d'apporter des solutions. Patrick Jacques de Dixmude, Michael Elmidoro et Astrid Bergère. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Les dépôts sauvages se multiplient dans les champs et les chemins communaux. Rassemblés dans divers points d'Île-de-France vendredi 25 septembre, ils y ont déversé les déchets qu'ils découvrent au quotidien. Les déchetteries sont payantes pour les artisans et les horaires d'ouverture sont... voilà, c'est un peu compliqué. Quand ça ferme à 15h ou que c'est pas ouvert tous les jours, les gens, plutôt que de les emmener en déchetterie et de s'emmerder, ils les emmènent et ils nous les déposent là où il y a de la place, quoi.
donc dans nos champs ou dans les chemins communaux. Et notamment, il y a des fois où il y a des communes qui demandent à ce que ça soit carrément les paysans qui les enlèvent, alors que c'est sur des endroits communaux. Face à ce phénomène, élus, autorités et associations de protection de l'environnement se sont d'ailleurs réunis la même journée pour trouver des solutions. Il faut évidemment continuer à faire des actions de pédagogie, des actions de prévention dès le plus jeune âge, mais qu'au-delà, il y a des sanctions effectives aussi qui puissent être mises en place. Donc l'idée, c'est de se confronter aujourd'hui et de faire échanger ensemble tous ceux qui concourent à notre territoire, à la vie du territoire, pour voir ce qui mériterait d'être amélioré. Pour le moment, les personnes qui déversent leurs déchets peuvent recevoir des amendes. Bruno Millienne, le député des Yvelines, veut aller encore plus loin. Il faut effectivement mettre des mesures encore plus coercitives. Là, on va jusqu'à la saisie du véhicule, qui me paraît être importante comme mesure, parce que souvent, la simple amende ne suffit pas, ou les gens n'ont pas les moyens de la payer. Autre élément évoqué, la création d'une véritable filière de recyclage des déchets du bâtiment. L'idée serait que les artisans puissent déposer leurs déchets dans des endroits dédiés gratuitement. C'est une réalité à chaque rentrée, et encore plus cette année avec l'épidémie de coronavirus. Beaucoup de jeunes se retrouvent sans projet validé ou sans formation. C'est pour les aiguillés qu'est organisé mercredi Sans solution à la rentrée, un forum proposé par la ville de Montigny-le-Bretonneux avec Yvelines Information Jeunesse. C'est au gymnase Pierre de Coubertin, présentation en interview express. Les objectifs, c'est d'apporter un soutien, un accompagnement aux jeunes qui sont en difficulté à la rentrée. C'est en général une problématique rencontrée chaque année, mais c'est encore plus difficile pour certains avec la crise actuelle. Oui, c'est compliqué parce que les entreprises ont peu de visibilité sur leurs possibilités d'embauche, ont elles-mêmes des difficultés à maintenir leur équipe en place. Donc, intégrer des jeunes qui sortent des études ou qui recherchent une alternance, un stage, c'est un petit peu compliqué pour elles. Alors, sur ce forum, il y aura 45 stands avec 35 recruteurs et parmi ces recruteurs, il y aura donc des possibilités en termes d'alternance, d'emploi, de stage et de service civique. Il y aura également un mur d'offres et des structures d'accompagnement et d'information pour les jeunes pour faire connaître l'accompagnement qu'elles peuvent proposer aux jeunes et aussi cerner un petit peu plus un projet qui pourrait les aiguiller s'ils sont complètement perdus dans leur perspective d'insertion, on va dire. Et je précise que le port du masque sera obligatoire sur place. Rendez-vous de 14h à 18h mercredi. C'est au gymnase Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Le sport, il avait évolué dans les Yvelines entre 2011 et 2012 au sein de l'équipe cycliste de l'armée basée à Saint-Germain-en-Laye. Julien Alaphilippe monte sur le toit du monde. L'athlète de 28 ans a décroché hier le titre de champion du monde de cyclisme sur route à Imola en Italie. Il est le premier Français à être sacré depuis 1997 et la victoire de Laurent Brochard. Julien Alaphilippe que nous avons croisé à plusieurs reprises sur les routes yvelinoises, notamment celle du Paris-Nice. Et justement, il y avait du cyclisme hier aussi dans les Yvelines. La 5e édition du Grand Prix cycliste de Montigny se tenait ce dimanche dans la commune avec une 50aine de coureurs sur la ligne de départ. Michael Elmidoro et Justine Brasier. Le vent et la pluie ne les ont pas découragés. Une 50aine de cyclistes au lieu des 150 inscrits est venue ce dimanche 27 septembre sur la ligne de départ pour participer au 5e Grand Prix cycliste de Montigny, une épreuve prévue initialement au printemps. Cette journée, c'est une journée humide, non prévue, voilà. On pourra que remercier les courageux qui se sont levés ce matin de bonne heure pour venir faire une course sur la pluie et dans le vent. Mais ça fait partie du métier de coureur cycliste. Les coureurs de 18 à 50 ans ont réalisé 26 tours de 3 km pour un total de 78 km à la fin de l'épreuve. Les organisateurs avaient bloqué plusieurs rues de Montigny-le-Bretonneux pour créer un parcours atypique pour les sportifs. Très gros peloton parce que les routes sont larges. Bon, c'est relativement plat. La grosse difficulté, c'est la montée de Nicolas Aboud, suivant le sens du vent. Si le vent pousse les coureurs, c'est facile. S'il est dans l'autre sens, c'est difficile.
Cette édition 2020 a permis à un coureur de Montigny-le-Bretonneux de s'illustrer. Romain Bardet, homonyme du célèbre coureur français, est devenu le premier sportif du club à remporter ce Grand Prix. Une nouvelle édition sera programmée l'année prochaine. Les organisateurs espèrent cette fois-ci l'organiser au printemps. Et toute l'actualité sportive, les résultats du week-end à retrouver dans un instant. L'émission Le 7-8 Sport présentée par Mickaël Elmidoro, c'est à partir de 18h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.